J'écris par les oreilles pour les acteurs pneumatiques. Les points dans les vieux manuscrits arabes sont marqués par les soleils respiratoires. Respirer, poumonner, poumonner. Ça ne veut pas dire déplacer de l'air, gueuler, se gonfler, mais au contraire, avoir une véritable économie respiratoire, où user tout l'air qu'on prend, tout le dépenser avant d'en reprendre, aller au bout du souffle, jusqu'à la constriction, l'asphyxie du point de la phrase, du point qu'on a au côté après la course. Bouche, anus, sphincter, muscles ronds fermant notre tube, l'ouverture et la fermeture de la parole. Attaquer net des dents, des lèvres, de la bouche musclée et finir net, air coupé. Arrêter net. Mâcher et manger le texte. Le spectateur aveugle doit entendre croquer et déglutir, se demander ce que ça mange là-bas sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il mange? Il se mange, mâcher ou avaler? Mastication, succion, déglutition. Des bouts de texte doivent être mordus, attaqués méchamment par les mangeuses, lèvres, dents. D'autres morceaux doivent être vite gobés, déglutis, engloutis, aspirés, avalés. Mange, gobe, mange, mâche, poumonne, sec, mâche, mastique, cannibale, aïe, aïe. Beaucoup du texte doit être lancé d'un souffle, sans reprendre son souffle en l'usant tout dépenser. Pas garder ses petites réserves, pas avoir peur de s'essouffler. Semble que c'est comme ça qu'on trouve le rythme, les différentes respirations en se lançant en chute libre. Pas tout couper, tout découper en tranches intelligentes, en tranches intelligibles, comme le veut la diction habituelle française d'aujourd'hui, où le travail de l'acteur consiste à découper son texte en salami, à souligner certains mots, les charger d'intention, à refaire en somme l'exercice de segmentation de la parole qu'on apprend à l'école. Phrase découpée en sujet, verbe, complément d'objet. Le jeu consistant à chercher le mot important, à souligner un membre de phrase pour bien montrer qu'on est un bon élève intelligent, alors que la parole forme plutôt quelque chose comme un tube d'air, une colonne à échappée irrégulière, à spasme, à vanne, à flot coupé, à fuite, à pression. Où c'est qu'il est le cœur de tout ça? Est-ce que c'est le cœur qui pompe, fait circuler tout ça? Le cœur de tout ça, il est dans le fond du ventre, dans les muscles du ventre. Ce sont les mêmes muscles du ventre qui, pressant boyaux et poumons, nous servent à déféquer ou à accentuer la parole. Il ne faut pas faire les intelligents, mais mettre les ventres, les dents, mâchoires au travail. Le spectateur vient voir l'acteur s'exécuter. Cette dépense inutile lui active la circulation des sangs, pénètre à neuf ses vieux circuits. Un spectacle n'est pas un bouquin, un tableau, un discours, mais une durée, une dure épreuve des sens. Ça veut dire que ça dure, que ça fatigue, que c'est dur pour nos corps tout ce boucan. Faut qu'ils en sortent exténués, pris du fou rire inextinguible et épatant. L'acteur n'est pas au centre. Il est le seul endroit où ça se passe et c'est tout. C'est lui que ça se passe et c'est tout. Pourvu qu'on cesse de lui faire prendre son cœur pour un télégraphe. Intelligent à transmettre, de cervelle cultivée à cervelle policée. Les signaux chics de la mise en ronde des glosses du jour, pourvu qu'il travaille son corps dans le centre.
qu'il se trouve quelque chose dans le comique, dans les muscles du ventre, dans les accentuateurs rythmiciens, là d'où s'expulse la langue qui sort, dans l'endroit d'éjection, dans l'endroit d'expulsion de la parole, là d'où elle secoue le corps tout entier. Faut des acteurs d'intensité, pas des acteurs d'intention. Mettre son corps au travail. Et d'abord, matérialistiquement, renifler, mâcher, respirer le texte. C'est en partant des lettres, en butant sur les consonnes, en soufflant les voyelles, en mâchant ça fort, qu'on trouve comment ça respire et comment c'est rythmé. Semble même que c'est en se dépensant violemment dans le texte, en y perdant souffle, qu'on trouve son rythme et sa respiration. Lecture profonde, toujours plus basse, plus proche du fond. Tuer, exténuer son corps premier pour trouver l'autre corps, autre respiration, autre économie qui doit jouer. Le texte pour l'acteur, une nourriture, un corps. Chercher la musculature de yeux cadavres imprimés, ses mouvements possibles, par où il veut bouger, le voir petit à petit se ranimer quand on lui souffle dedans, refaire l'acte de faire le texte, le réécrire avec son corps. Jour 1. Mercredi 18 mars. Premier jour à 4 à la maison. Journée ensoleillée, les enfants ont pu profiter du jardin. Pas encore de nouvelles de la maîtresse? J'imagine qu'il faut le temps de s'organiser. Ce midi, apéritif en famille, jeu l'après-midi. Mathilde avait fait un gâteau au chocolat pour le goûter. Petit air de vacances. C'est une expérience de plus en plus forte chez moi ces derniers temps, dans mes actions et mes sensations quotidiennes les plus infimes. Se glisse un soupçon d'éternité. Je ne suis pas seule à être fatiguée, malade, triste ou angoissée. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité. Pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière en soi, dans son unité, alors la vie, d'une manière ou d'une autre, forme un ensemble parfait. Dès qu'on refuse ou veut éliminer certains éléments, dès que l'on suit son bon plaisir et son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet absurde. Dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire. Jour 2. Jeudi 19 mars. Première tonte de l'année. J'adore l'odeur de l'herbe coupée. Les arbres sont en bourgeons, les tulipes sortent de terre, les premiers jours de printemps sont toujours agréables. Foot avec les enfants qui ont fini par se disputer, comme toujours. La vie s'organise tranquillement. Jour 3. Vendredi 20 mars. Les premiers devoirs sont tombés pour Mathis. Révision sur les divisions. Surtout, restez calme. Léa fait des dessins pour papa et maman. Trop mignon. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir,
de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leur famille dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Jour 5. Dimanche 22 mars. Le jardin est au carré. On dirait Versailles. Comme quoi, il y a toujours du bon à prendre. Mathilde a les mains dans la farine la moitié du temps. Gare au kilo en trop. Léa a épuisé la moitié du stock de pages blanches. C'est moche pour la planète. Côté division, on rame. Jour 7. Mercredi 25 mars. Si Mathis me demande encore une fois ce qu'est un dividende, je lui fais manger son cahier. Léa a enfoncé toutes les pointes de feutre et chouine à longueur de journée. Mathilde s'est lancée dans la confection d'un gâteau roumain à la purée de marron et au pruneau. Est-ce vraiment une bonne idée? Le temps commence à sembler long. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sur le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne, encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi. Mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre.
Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde !» répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, « en soc ». Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était la patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Jour 10, samedi 28 mars. Je crois que mon fils est con. On a abandonné la division. On a une semaine de retard sur le programme envoyé par la maîtresse. J'ai vomi le gâteau marron.
Je viens de lire sur un mur une chose étonnante. Quelqu'un avait écrit Jésus revient. C'était écrit en toutes lettres. Jésus revient. Vous vous rendez compte? Jésus, c'est important. Jésus, c'est le ciel. Et les gens passaient à côté, indifférents. Tiens, Jésus revient? Il y en a même qui faisaient des réflexions désobligeantes. Eh bien, il en a mis du temps. Et pourtant, si c'était vrai, si Jésus revenait, ce serait merveilleux. Jésus revient. Il est là, Où? là. Ah, c'est C'est vous. vous. Mon Dieu, je ne vous avais pas reconnu. Si j'ai entendu parler de vous, pensez, quand j'étais petit, on me parlait toujours du petit Jésus, le petit Jésus. Je vous voyais tout petit et tout à coup, je découvre un grand Seigneur. Devinez qui vient dîner ce soir? Vous me voyez devant la porte de ma demeure, annonçant la nouvelle à travers le Juda. Devinez qui vient dîner ce soir? Je vous le donne en 1000. Jésus! Mais non! Mais si! Vous voyez d'ici la scène. Il faudrait peut-être mieux ne pas raviver la passion. Jour 11, dimanche 29 mars. La caisse à outils est nickel. J'ai rangé mes clés plates par ordre de grandeur, les marteaux par ordre croissant de poids. J'ai trié tout ce que je pouvais trier dans la maison. Clous, vis, boulons, punaises par couleur. Slip, je commence à voir flou. De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs au bocage, aux sources, à l'aurore, à la nuée, au vent? De quel droit volez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu, ce Père, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Qu'est-ce qu'ils t'ont donc fait, tous ces innocents-là, pour être au bagne avec leurs nids et leurs femelles? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux? Qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux et si la servitude inutile des bêtes ne se résolvent pas en néron sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des coups? Oh, de nos actions, qui sait les contre-coups? Et quels noirs croisements ont au fond du mystère tant de choses qu'on fait en riant sur la terre? Quand vous cadenassez sous un réseau de fer tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, chardonnerets, pinsons, moineaux francs, hochequeux, croyez-vous que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme en heurtant ses barreaux? Prenez garde à la sombre équité, prenez garde, partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À tous ces enfermés, donnez la clé des champs, aux champs les rossignols, aux champs les hirondelles. Les âmes expieront tout ce qu'on fait aux ailes. La balance invisible a deux plateaux obscurs. Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos murs. Du triage au fil d'or naissent les noirs grilles. La volière sinistre est mère des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on prend à des oiseaux, le destin juste et dur la reprend à des hommes. Nous avons des tyrans
parce que nous en sommes. Tu veux être libre? Et de quel droit, ayant chez toi ce détenu, ce témoin effrayant, ce qu'on croit sans défense et défendu par l'ombre, toute l'immensité de ce pauvre oiseau sombre se penche et te dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur, criant oppression. Le sort te tient pendant que ta démence brave ce forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave et la cage qui prend au seuil de ta maison. Vis, chante et fais sortir de terre la prison. Jour 14, mercredi 1er avril. On continue sur le passé simple. La décence m'oblige à me taire. Jour 15. Je rédige une lettre à l'attention du pape pour faire canoniser la maîtresse de mon fils. J'ai envie d'écouter Céline Dion en passant l'aspirateur dans le garage. Je crois que ça va pas le faire. Merde! On est en vie! J'ai sauvé des vies. Merde! Vous êtes là? Sauver des vies en restant chez moi. Merde, nous sommes enfin là. Approche-toi. Approchez-vous. Regardez-nous. Merde! Regardez-nous! Jour 16, vendredi 3 avril. Les enfants prennent le goûter sur la terrasse. Bon, cette fois-ci c'est clair. Mathis n'aura pas non plus le prix Nobel de littérature. J'ai envie d'épouser sa maîtresse. Je crois que je commence à délirer. Léa regarde la télé H24. Mathilde a commencé une pièce montée à 5 étages. Je le sens pas trop. J'ai déjà pris 5 kilos. La terre nous en apprend plus long sur nous que les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Jour 17, samedi 4 avril.
Je crois que j'ai chopé un Gilles de la Tourette avec ce putain de passé simple de merde. La pièce montée s'est cassée la gueule. Oh, j'ai des hallucinations. Les dessins de ma fille me parlent. Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre dans la fourmilière humaine, unité ignorée. Et si l'on savait ce qu'elle est, que serait-on de plus? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toutes les pensées. Réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissure et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu, comme si je connaissais la vérité. Lucide aujourd'hui, comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant plus d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Cette maison et ce côté de la rue se muant en une file de wagons, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe, comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié. Je suis aujourd'hui partagée entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face, en tant que chose extérieurement réelle, et la sensation que tout est songe, en tant que chose réelle vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes qu'on m'a inculqués, je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je m'en fus au champ avec de grands dessins, mais là je n'ai trouvé qu'herbes et arbres, et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assis sur une chaise. À quoi penser? Jour 18, dimanche 5 avril. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié Dieu. Jour 19, j'ai bouffé la page du livre de conjugaison. Problème réglé. Jour 20, passé la journée à chercher le chien. On l'a perdu. Jour 21, merde, c'est vrai, on n'a pas de chien. J'attaque ma 5e bière de la journée. Léa ressemble à un lapin qui aurait attrapé la myxomatose. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. Il est parfois en effet bien difficile de rester cloîtré sans rien faire et de voir alors surgir des pensées qui ne nous auraient sûrement pas traversé l'esprit si nous avions pu nous affairer dehors, dans le monde. Pour éviter cela, nous tentons de nous divertir. Toute distraction, futile ou sérieuse, est bienvenue. Lorsque Pascal parle de divertissement, il ne s'agit pas de simples loisirs de temps libre, mais d'une forme d'esquive. Se divertir, conformément à son étymologie latine divertere, signifie se détourner. Le divertissement désigne ces occupations qui nous permettent d'ignorer ce qui nous afflige, de détourner le regard des problèmes de l'existence. Les hommes
Ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. En s'agitant ainsi, on s'expose à des tourments qu'on pourrait éviter si l'on était capable de... Demeurer au repos dans une chambre, on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. L'inaction, loin de nous apaiser, nous révèle notre insuffisance. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Car telle est la véritable condition de l'homme, à la fois Faible, misérable, et mortel. si bien que, Rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. en cela, le divertissement n'est qu'un moyen pour nous de fuir notre condition. Cette attitude est-elle condamnable? Pas forcément, car elle a la vertu de nous protéger du désespoir. L'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit, si on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là. En revanche, il faut se garder de penser que le bonheur viendra du seul divertissement, car en le poursuivant inlassablement, nous oublions de vivre le temps présent. Tout cela est bien ironique. Le divertissement a pour origine l'incapacité de l'homme de remédier à la mort, mais le remède pour éviter d'y penser est aussi le meilleur moyen d'y arriver sans nous en rendre compte. C'est tout le paradoxe du divertissement pascalien qui nous enferme doublement. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères, car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous et qui nous fait perdre insensiblement. Jour 30. 36 mars. Je suis sûre d'avoir vu passer la maîtresse de Mathis dans la pâture derrière chez nous. Elle promenait son bécherel en laisse. Je vais reprendre un Ricard. Et cependant, il me semble que je suis né et que j'ai vécu longuement et rencontré Jackson et erré dans les villes, les bois et les déserts et que j'ai été longuement au bord des mers en pleurs, devant les îles et péninsules où venaient briller la nuit les petites lumières jaunes et brèves des hommes. Et toute la nuit, les grands feux blancs ou aux vives couleurs qui venaient dans les cavernes où j'étais heureux. Tapis sur le sable, à l'abri des rochers, dans l'odeur des algues et de la roche humide, au bruit du vent, des vagues me fouettant d'écume, ou soupirant sur la grève et griffant à peine le galet. Non, pas heureux, ça jamais, mais souhaitant que la nuit ne finisse jamais, ni ne revienne le jour qui fait dire aux hommes « Allons, la vie passe, il faut en profiter ». Jour 31. J'ai les dents qui grattent. Je transpire les yeux. Je me rends compte que mon slip est à l'envers. Comme je le porte au-dessus de mon pyjama, j'ai l'air encore plus con. Jour 32. En 3020 après ma belle-mère. Plus de farine dans les magasins. Mathilde est prostrée sur une chaise dans la cuisine. Elle fait la conversation au four. Mathis essaye de diviser le passé simple. Léa bave devant la télévision. Les stocks de Ricard sont épuisés. Au secours! Le 12 avril 2020. Mon cher petit garçon, d'écrire ces 4 mots me bouleverse.
Ils rendent si réel l'homme que tu es en cet aujourd'hui qui est le tien, quand, dans celui qui est le mien, tu n'es encore qu'un enfant. Cette lettre, je l'adresse donc à l'homme que tu n'es pas encore pour moi, mais que tu es devenu puisque te voilà en train de la lire. Tu l'auras trouvé sans doute par hasard sur cette clé où je consigne en secret les trésors de ton enfance. J'ignore l'âge que tu as, j'ignore ce qu'est devenu le monde, j'ignore même si ces clés fonctionnent encore, mais j'ai l'espoir que, la découvrant, tu trouveras un moyen de l'ouvrir. Et par la magie de l'écriture, voici que cette lettre devient la fine paroi qui nous relie. Et entre l'aujourd'hui où je t'écris, où tu commences à déchiffrer les phrases, où tu as peur dans le noir, où tu crois à la magie, et celui où tu me lis, chaque mot de ma lettre a gardé sa présence. Si à l'instant j'écris « Je t'aime », voilà qu'à ton tour, des années plus tard, tu lis « Je t'aime ». Et que t'écrire d'autre que « Je t'aime », alors que nous vivons ce que nous vivons en ce confinement dont tu n'as peut-être plus qu'un vague souvenir. Quoi dire de plus urgent que l'amour? En ces journées étranges où rôde une mort invisible et où le monde va vers son ravin. Un ravin qui semble être l'héritage laissé aux gens de ta génération. Un père, plus que de raison, s'inquiète pour son fils. Je te regarde. Tu dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, mon garçon. Je ne sauverai pas le monde. Mais j'ai beau ne pas le sauver, je peux du moins te désapprendre la peur. T'aider à ne pas hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage ou avoir une machine à laver. T'apprendre surtout pourquoi il ne faudra jamais prononcer les mots de Caïn et toujours rester le gardien de ton frère. Quitte à tout perdre. J'ignore d'où tu me lis, ni de quel temps, temps de paix ou temps de guerre, temps des humains ou temps des machines. J'espère simplement que ton présent est meilleur que le mien. Nous nous enterrons vivants en nous privant des gestes de l'ivresse, embrassade, accolade, partage, et nul ne peut sécher les larmes d'un ami. Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, en ce moment où tu me lis, tu es dans la crainte à ton tour, je voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j'ai manqué. Et, repensant à ce que nous nous sommes si souvent raconté, tu te souviennes que c'est la bonté qui est la normalité du monde, car la bonté est courageuse. La bonté est généreuse et jamais elle ne consent à être comme une embusquée, qui, à l'arrière, vit grâce au sang des autres. Nul ne peut expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi et n'accepte jamais ce qui te révulse. Quant à moi, je t'aime. Ton père t'aime. Sache cela et n'en doute jamais. Ton père. Jour 40. 37 avril 2028. Oh putain! Oh non, mon tétan! Il se passe des trucs bizarres. Il y a une dame
qui est dans ma cuisine et qui pleure en regardant le four. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et cette petite assise dans le coin qui me regarde en ricanant, elle me file les jetons. De toute façon, je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais même plus pourquoi j'écris. C'est la fin. Justement, messieurs, et c'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère. Je l'ai vu hier soir. Il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection. L'eau bu par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables. Messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes. Nous amenions de l'eau de source dans les casernes. Encore. Oh, mais il exige. Mais c'est de l'insolence. La folie! Du gaspillage. Nous n'avons pas d'argent pour de telles fantaisies. La commune est obérée. Il nous faut reconstruire le théâtre. Décorer l'hôtel de ville. Car enfin, est-ce un hôtel de ville? À quoi ressemblons-nous dans cette baraque? Il est inouï, le préfet. Il est inouï. Si les soldats n'ont pas d'eau, qu'ils boivent de la bière. Si les casernes sont malsaines, eh bien, qu'ils campent. Mais oui, c'est cela. Vous avez raison. En principe, vous avez raison. Mais vous ne connaissez pas le caractère autoritaire, violent, tout d'une pièce de notre préfet maritime. Il m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs, plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne peux pourtant pas laisser crever mes soldats, m'a-t-il dit. Allons donc. Il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme un cirque américain? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois? Et puis, c'est malheureux, soit. Plaignons-les, je le veux bien. Mais les soldats sont faits pour mourir. C'est leur métier de mourir. Leur devoir de mourir. Leur honneur de mourir. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de guerre, les épidémies sont des écoles, de nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. S'il n'y avait pas d'épidémie, messieurs, où donc les soldats apprendraient-ils aujourd'hui le mépris de la mort et le sacrifice de leur personne à la patrie? S'il n'y a plus de guerre, il y a toujours des conseils de guerre. Où donc cultiverait-il cette vertu si française? Le courage. Ce qu'on nous demande, c'est de consacrer une lâcheté. De déconsidérer l'armée. De diminuer l'honneur national. De tuer le patriotisme. Eh bien non! Oui. Absolument, absolument. Je m'associe aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est aux microbes, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. C'est là une simple hypothèse, messieurs. Une hypothèse de littérateur, d'intellectuel qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories inversées à celle-là se succéderont, aussi peu probantes, aussi peu démontrées par les faits. Eh bien, les communes doivent-elles subordonner leur activité progressive et leurs ressources budgétaires aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants? Doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait ce qu'elle veut et qui se dément elle-même tous les 8 jours? Je ne le pense pas.
Bravo! Oui, Bravo! Et pourtant, moi aussi, je suis un savant. Bravo! Bravo! Très bien, très bien, très bien. Nos pères, messieurs, ignoraient ces choses. Ils ignoraient les bacilles, les bouillons de culture, les sérums, les inoculations, les vaccinations, les microbiographies et les commissions d'hygiène. Ils ne savaient même pas ce que c'est que les congrès médicaux, ce que c'est que Monsieur Brouardel. Ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain. Comprenez-vous? Or, l'histoire ne nous dit pas qu'ils se soient plus mal portés pour cela. Au contraire. Jour 50. Il s'est passé quelque chose. Il y a des gens partout, on entend. C'est fini, plus de confinement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sors pour voir. Je m'y reprends à 3 fois avant de savoir enfin comment passer la baie vitrée. Je respire à plein poumon. Je tombe dans les pommes. Direction les urgences. Jour 60, vendredi 15 mai. Reprise du travail depuis une semaine. Mathilde, Mathis et Léa vont bien. La vie a repris son cours normal, si ce n'est que j'ai du cholestérol, du diabète, des troubles de la personnalité. Mon double ne parle qu'au passé simple et cherche à diviser tout ce qu'il peut, c'est un peu pénible. Mais bon, nous en sommes sortis vivants. Rendez-vous demain chez la psy, 15h30. Merci. 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 Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle au doigt au doigt d'honneur. Ben, je suis prêt. Il vaudrait peut-être mieux ne pas raviver la passion. Il vous vaudrait peut-être... C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent celui... Pardon, excusez-moi, cette fois-ci c'est moi qui fais une erreur. C'est pas grave.